Bonjour, vous êtes bien sur Musen TV, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission consacrée à la guerre en Palestine, à la géopolitique du Proche-Orient, mais aussi dans un second temps à la France, à la situation des musulmans concernant ce conflit, et plus généralement à la situation politique de la communauté musulmane française, que l'on a peu entendue en dehors des réseaux sociaux. Pour en débattre avec nous, nous recevons aujourd'hui Tariq Ramadan. Bonjour et bienvenue sur Musen TV. Bonjour. Vous êtes écrivain, islamologue, conférencier et l'auteur de nombreux ouvrages, dont un livre sur Malcolm X, de l'exclusivisme noir à la spiritualité universelle, et plus récemment 3 livres, Tous les courages, Voile et traversée, coédités chez Victor Lebrun et Albourak. Avec nous également sur ce plateau, nous recevons Ousmane Timéra. Bonjour, bienvenue Bonjour. sur Musen TV. Merci bien. Vous êtes doctorant en philosophie, cofondateur du collectif Un Islam des musulmans, et enfin vous êtes l'auteur du premier tome d'un livre intitulé Lire le Coran, dans lequel vous proposez une relecture méditative du Coran en dépassant l'horizon des interprétations traditionnalistes ou modernistes. Depuis le 7 octobre et le commencement de la dernière phase militaire en date de la guerre israélo-palestinienne, on a entendu, il faut bien le dire, assez peu de voix musulmanes s'exprimer sur le conflit, francophones, en tous les cas des voix musulmanes francophones, s'exprimer sur la gravité du génocide toujours en cours à Gaza et sur les enjeux politiques, éthiques et peut-être même religieux de ce conflit. Comment expliquer et comprendre ce silence relatif des voix musulmanes sur la Palestine? Tariq Ramadan. D'abord, merci de cette invitation. Je pense que quand on aborde cette question, déjà, j'aurais aussi des choses à dire, on y reviendra sans doute, mais sur la terminologie. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste en Palestine, ce n'est pas une guerre, c'est un massacre. Et vous avez repris le mot génocide par la suite. S'il y a génocide, il n'y a pas guerre. Il y a volonté d'annihiler la présence d'un peuple par les forces d'occupation. Et il faudra qu'on revienne sur ces questions-là parce que le pouvoir en place, les médias en général, nous imposent une terminologie et une perception des choses qu'il faut questionner. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en France, et en particulier dans l'univers francophone, parce qu'on le voit ailleurs, il y a beaucoup de voix dans le monde anglophone qui se sont exprimées dans les grands médias. En France, la situation elle est un tout petit peu particulière. D'abord parce que, et ça n'est pas nouveau, c'est vrai pour la Palestine comme c'est vrai pour tout ce qui concerne la question de l'islam en France, et donc on voit bien un parallèle là, c'est qu'on invite un certain nombre de personnes qui en fait disent ce qu'on a envie d'entendre. La France s'est habituée depuis des années, alors qu'elle s'est présentée comme le siècle des Lumières, de ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé les monologues dialogués, les monologues interactifs. On parle entre nous avec des gens qui ont peut-être le nom de là-bas, mais qui disent la même chose que ce qu'on a envie d'entendre. Et donc on a invité des gens qui étaient dans la ligne, qui s'excusaient presque et qui ont rajouté, répété, oui, nous sommes contre l'antisémitisme, oui, nous condamnons. Ils répondaient aux questions qu'on leur posait parce que c'était la ligne. Et les autres, ils n'étaient pas, soit pas invités, soit ils étaient mis en difficulté. Pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça devient difficile? Parce que l'atmosphère en France aujourd'hui est extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'elle l'est pour tout ce qui concerne les questions des minorités, elle l'est pour tout ce qui concerne la question de l'islam, elle l'est pour tout ce qui concerne la question du Moyen-Orient. Et quand je dis que c'est difficile, il faut qu'on comprenne bien que, en fait, toute personne qui va s'exprimer va s'exposer. Elle va s'exposer à la vindicte populaire avec des campagnes médiatiques qui peuvent détruire sa réputation. Elle va s'exposer à perdre son emploi ou à être dans une situation où elle peut totalement être marginalisée. Et puis, elle peut effectivement s'exposer à des situations qui sont encore plus graves, c'est-à-dire soit on perd son travail, soit on est exclu, soit on est qualifié, soit on est fiché, soit on est surveillé, soit on est même emprisonné, soit on est renvoyé. Le prix, il est lourd. Le prix, il est lourd. Et qu'à partir d'un certain moment, il faut qu'on entende bien ceci, parce que beaucoup de jeunes et de moins jeunes, la réaction émotive, on a envie que les gens parlent, dites quelque chose. Après, rien ne justifie le silence, mais tout peut faire comprendre la prudence. Et qu'à partir de ce moment-là, il faut, entre la prudence, la sagesse et le courage, trouver une voie, parce qu'aujourd'hui en France, on a besoin, vraiment besoin, de voix qui fassent entendre la raison, qui rappelle les principes. Et même si aujourd'hui on peut regretter qu'il n'y ait pas assez de voix, il faut espérer et appeler les femmes et les hommes à prendre la parole de façon circonstanciée et courageuse.
Ousmane Timéra, sur la même question, en dehors des réseaux sociaux, hein, où beaucoup de personnes s'expriment, assez peu de voix musulmanes s'expriment sur la Palestine dans ce qu'on appelle les médias mainstream. Après, il y a aussi peut-être un problème d'invitation, ou une absence d'invitation. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ce silence exprime, si je puis dire, notre impuissance. D'abord, parce qu'il y a effectivement des capacités d'analyse, de compréhension, de proposition, et aussi de prise de parole, on va dire, élaborée au sein de la communauté musulmane. Mais l'absence de médias puissants, l'absence de soutien institutionnel, l'absence de capacité économique à pouvoir se prendre en main fait qu'il est extrêmement difficile pour toute personne qui se donne en tout cas un destin de leader ou de leadership au sein de la communauté musulmane d'être soutenue et renforcée. Or, dans un état de fragilité sur le plan économique et institutionnel et au niveau du réseau ou du soutien communautaire, une personne qui vient, qui est en cours de réalisation de soi sur le plan professionnel, qui n'a pas encore acquis tous les moyens de son indépendance politique, économique, de sorte qu'il peut résister, lui et les siens, aux différentes pressions, c'est extrêmement difficile. Donc du coup, contrairement au discours qui m'arrive d'avoir en termes de sévérité par rapport aux représentants musulmans, je comprends tout à fait. Je pense que la communauté musulmane devrait plutôt s'interroger sur les raisons profondes et les causes de l'impossibilité pour un certain nombre de représentants religieux ou de leaders de la communauté musulmane de s'exprimer. C'est extrêmement difficile. Et moi, je conseillerais au fait à tous les jeunes, à toutes les personnes qui sont en cours de réalisation de soi, de ne pas s'exprimer. Ça n'est pas une bonne idée. Nous avons besoin de penser sur le long terme. Et c'est aux personnes qui sont déjà installées. Ce sont aux institutions qui doivent s'organiser, de s'exprimer sur ces sujets-là. Et les personnes qui ne sont pas en capacité pour l'instant de pouvoir supporter totalement le poids et la responsabilité de la prise de parole, d'attendre, de se réaliser et dans les futures générations, peut-être dans quelques années, en préparant quelque chose d'un peu plus solide au sein de la communauté musulmane, peut-être que nous serions à même à pouvoir nous poser, proposer sans crainte. C'est d'abord une responsabilité collective de la communauté musulmane quant à cette impuissance qui s'exprime dans ce silence. On aura l'occasion de revenir sur cette question de l'organisation. Alors on entend souvent dire et répéter que la guerre, donc je vais reformuler, le génocide, enfin c'est un génocide, hein, on l'a déjà dit, en Palestine, n'est pas un conflit de religion, mais un conflit strictement politique et juridique fondé sur la souveraineté territoriale du peuple palestinien. Pourtant, cette position, si elle semble valable de jure, c'est-à-dire en droit, semble en partie du moins contredite de facto. Une large frange de religieux pro-israéliens qui sont actuellement représentés au gouvernement de Netanyahou défendent l'existence d'Israël sur une base biblique, avec la volonté de reconstruire le temple de Salomon et donc de prendre possession de l'enceinte sacrée pour les musulmans d'Al-Aqsa, et à terme d'ériger le Grand Israël, ce qui implique la colonisation de nouveaux territoires. Même chose du côté des opinions publiques arabes et musulmanes, et parfois même de certains États majoritairement musulmans, qui expriment régulièrement, en public ou en privé, des motivations religieuses dans leur soutien à la Palestine. Par exemple, au nom de la solidarité avec la Oumma, même s'il existe une minorité chrétienne palestinienne, ou plus largement, au nom des finalités de l'islam, dont la justice fait partie, l'exigence de justice, ou encore avec à l'esprit des références eschatologiques sur le retour du Mahdi, la guerre judéo-musulmane en Terre Sainte, le retour de Jésus et la victoire finale de l'islam selon ces mêmes textes. Et on pourrait encore élargir la réflexion aux évangélistes américains pro-israéliens qui ont leur propre grille de lecture. Aussi, ce sera ma deuxième question, est-il réaliste d'évacuer la centralité religieuse de ce conflit, centralité religieuse qui reste présente et efficiente chez de nombreux acteurs politiques? Tariq Ramadan. Écoutez, non seulement ça n'est pas réaliste, mais c'est une faute. C'est une faute historique, c'est une faute intellectuelle et c'est une faute géostratégique. Parce que ce que le conflit n'est pas, la seule chose que le conflit n'est pas aujourd'hui,
c'est un conflit qui ne serait à considérer que sous l'angle humanitaire. On est en train de détruire Gaza, il faudra envoyer de l'argent uniquement pour reconstruire, on fait ça chaque année. Et on nous transforme aujourd'hui, c'est-à-dire la conférence internationale qu'il y a eu pour la trêve en France, elle a appelé à récolter de l'argent pour des raisons humanitaires. Ce n'est pas une question humanitaire. La question de l'humanitaire, on nous a souvent d'ailleurs trompés avec la question humanitaire, même en Afrique, en laissant entendre que la colonisation, la réponse à la colonisation, c'était de l'humanité. C'est une question politique, oui, mais c'est une question aussi qui est éminemment religieuse. Et il ne faut pas l'évacuer. Et la force de notre position en matière religieuse, c'est la proposition que nous apportons à la gestion de ce conflit. Et c'est là que c'est important. Vous avez mis en évidence les différents positionnements qu'on a dans les trois religions monothéistes. Mais il faut en dire quelque chose parce que ça, c'est très important. La première des choses que vous avez dans la tradition juive, vous n'avez pas un, deux ou trois courants, vous en avez plusieurs, mais on peut simplement synthétiser deux positions essentielles. Une première position qui pense, texte à l'appui, même chez certains athées, comme Netanyahou, qui ne s'est jamais présenté comme un religieux, qui dit « mais cette terre nous appartient depuis 3000 ans ». Cette terre nous appartient depuis 3000 ans. Même dans le registre de leur énonciation de faits historiques, parce que nous, on a normalisé ça. Quand vous parlez par exemple de la Shoah, qui est l'extermination des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, c'est un terme biblique de projection sur un fait historique qui n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est une lecture religieuse de l'histoire. Et les plus laïcs des laïcs et les plus athées des athées utilisent ces termes comme s'ils étaient courants, parce qu'ils ne questionnent plus le vocabulaire. Donc vous avez une position ici de gens qui sont athées, qui peuvent être sur la droite ligne de Theodor Herzl, qui n'était pas un religieux. Le fondateur, exactement, le théoricien. Le théoricien de l'État sioniste, et qui de ce point de vue considère que c'est une question religieuse. Et vous avez entendu récemment Netanyahou dire « nous allons accomplir la promesse d'Isaïe ». C'est-à-dire que véritablement, c'est vraiment la référence religieuse. À côté de ceci, vous avez d'autres. Et puis après, vous avez toute la variation des gens plus ou moins extrémistes qui sont aujourd'hui et qui considèrent que cette terre leur appartient et que les Palestiniens n'ont même pas le droit de citer. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée de raser Gaza fait partie d'un plan qui est le Grand Israël. Vous avez cette position-là. Puis vous en avez d'autres qui sont des religieux qui disent « mais pas du tout ». Ce que font aujourd'hui les Juifs en Israël, c'est du fétichisme. Ça équivaut dans nos références au veau d'or. Ils ont sacralisé la terre. Il n'y a pas d'État d'Israël dans la tradition. Vous avez un courant juif qui, au nom de la religion, s'oppose à l'État. Donc vous voyez bien que là, de ce point de vue-là, vous avez un débat interne de la tradition musulmane. Et à partir de la tradition musulmane, effectivement, vous avez rappelé un certain nombre de revendications religieuses de ce point de vue-là. Et je discutais il y a des années de cela au Vatican avec le père Cotier, représentant pour l'Église sur la question palestinienne, et qui disait « mais nous sommes totalement en désaccord avec l'État d'Israël, qui est un État raciste. » Et donc, à partir de la tradition religieuse chrétienne, revendiquant le droit aux Palestiniens de confession, ou même aux Israéliens maintenant, de confession chrétienne, de pouvoir avoir droit de citer. La question aujourd'hui qui se pose, plutôt que d'éliminer cette question qui est absolument... Non, encore une fois, c'est ni réaliste ni juste. C'est-à-dire, mais attendez, maintenant, à partir de votre référence religieuse, qu'est-ce que vous proposez ? Parce que ce que l'on est en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, les musulmans, ou la résistance palestinienne avec les musulmans qu'on a finalement réduit à cela, alors qu'on oublie qu'il y a une résistance palestinienne chrétienne, ils veulent en fait mettre les juifs à la mer. Mais ce n'est pas ce qu'ils disent. Et les références musulmanes ne disent pas cela. Et c'est là où il faut être très clair. La question religieuse, elle doit se régler à partir du moment où on répond « mais qu'est-ce que dit votre religion sur les juifs, les chrétiens et les musulmans? Vous allez vivre ensemble ou pas ?» Par ordre de notre livre en tant que musulmans, il n'a jamais et il ne peut pas être question de mettre les juifs dehors ou les chrétiens dehors. Nous devons vivre en bonne intelligence avec un principe. Chaque religion doit avoir droit et doit avoir accès à ses lieux saints. Ça ne se discute pas. Les juifs dans leurs lieux saints seront respectés, les chrétiens de la même façon et les musulmans de la même façon. C'est un appel à l'universalité et c'est ça la position que doit être celle des musulmans. Et il faut que nous la gardions parce qu'elle non seulement elle soumet la résistance politique à un principe
transcendant, respect de toutes les religions. Et c'est là que nous interpellons, de ce point de vue, nos interlocuteurs. Non mais attendez, quand vous dites que l'Israël c'est un État juif, vous dites quoi? Comment se fait-il que quelqu'un qui est né là et qui a sa famille depuis 4, 5, 10 générations ici, vous lui retirez sa terre, et que quelqu'un qui vient de Russie, qui n'a jamais mis les pieds sur la terre, puisse prendre la nationalité israélienne? Au nom de quoi? Parce qu'il est juif. Mais qui est sectaire? Qui a fait de la religion un enfermement qui donne aux uns un droit parce qu'ils seraient un peuple élu depuis 3000 ans, et aux autres pas de droit parce qu'ils seraient soi-disant un peuple sans terre? C'est ça qu'il faut aussi que nous interpellions, mais avec une position qui est une position religieuse. Et c'est là où nous retrouvons nos amis. C'est ce que je disais, moi, au Père Cotier. Je lui dis, mais on aimerait vous entendre plus à partir de vos références chrétiennes pour que vous fassiez entendre cette voix. Vous semblez, l'État du Vatican, reculer religieusement sous l'imposition du discours d'Israël, alors que votre voix religieuse, elle est éminemment importante. Est-ce que comme vous, comme nous ne sommes pas en train de dire les lieux saints pour tous? Et il m'a dit oui. Je dis, il faudrait que votre voix se fasse entendre, parce que le jour où les chrétiens parleront plus fort en termes religieux, on montrera que ce n'est pas une affaire judaïsme-islam. Comment vous expliquez ce manque de prise de parole de l'Église catholique? Enfin, il n'y a pas que l'Église catholique, mais c'est quand même la principale institution chrétienne dans le monde. C'est vrai. Ensuite, oui. L'Église catholique, comme la représentation protestante, comme les patriarches, les orthodoxes, il y a une crainte. Il y a un moment donné, à un moment donné, ils soutiennent les Palestiniens en silence et font silence politiquement par rapport aux enjeux, parce qu'ils sont reculés. La position de l'Église, il y a 80 ans, il y a 70 ans, il y a 50 ans, est différente de maintenant. Maintenant, on semblerait... vous avez entendu la voix du pape, là, maintenant, en ce moment? Mais on n'entend presque rien, on n'entend rien. Attendez, il y a un problème. On a une voix d'un pape extrêmement forte quand il s'agit des gens qui meurent dans la mer, et puis là, tout à coup, le silence, comme si, finalement, au nom de calcul politique, le Vatican était tenu à la gorge. Et là, ça c'est un problème. C'est pour ça que ma réponse, pour synthétiser par rapport à votre question, elle est essentielle. Elle est essentielle. Il ne faut jamais disqualifier le discours religieux, mais il faut, au nom du discours religieux, montrer en quoi la résistance doit être inclusive et non pas exclusive. Que le problème que nous avons avec Israël, c'est l'exclusivisme de certains sionistes à l'endroit religieux. Et c'est pour ça qu'on peut dire en fait le sionisme est la trahison du judaïsme universel. Ça n'est pas son application. Ousmane Timéra, donc voilà, faut-il évacuer cette centralité religieuse? Est-ce qu'elle est compatible avec un discours et une grille de lecture politique et juridique, qui est celle que j'évoquais précédemment, sur conflit de souveraineté, nécessité d'un État pour les Palestiniens, donc un registre et un référentiel qui n'est pas un référentiel religieux? Les deux registres religieux et politiques peuvent-ils être articulés ou faut-il évacuer la dimension religieuse? Tout d'abord, il y a deux manières d'utiliser la religion. Il y a l'utilisation de la religion comme moyen idéologique de justifier l'ordre établi, l'ordre des puissants, et c'est souvent ce que le Coran appelait le tahrif, c'est-à-dire la falsification de la religion par des interprétations qui visent au fond à le détourner de son sens au service des plus forts. Et puis il y a la religion comme étant l'appel à la transcendance, l'appel au changement de l'ordre établi pour la justice et au fond pour parler des principes de justice, de fraternité et de dignité de l'humanité. Quand nous voyons l'utilisation qui est faite par le politique, le conflit est d'abord politique, d'abord, et la justification est religieuse. Et quand on nous parle d'État juif, moi j'aimerais bien qu'il soit véritablement juif si effectivement ces gens-là font référence à Moïse qui a lutté contre l'esclavage au nom du divin. Si les sionistes venaient en disant « nous voulons habiter sur cette terre avec vous », mettre en place un véritable projet de civilisation pour la dignité humaine. Venez, soyons tous égaux. Nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs comme auparavant, les conquérants musulmans ont énoncé ce message lorsqu'ils sont venus sur ce territoire pour la libérer de la présence byzantine. Mais j'aurais été le premier à applaudir.
De même, si la colonisation, pour citer un de mes professeurs de philosophie à Bouyaarib, si la colonisation était venue chez nous, notamment en Afrique et ailleurs, en disant on a les mêmes droits et les mêmes devoirs, soyons frères et sœurs, eh bien, on aurait accepté. J'aurais été le premier à accepter la modernisation de notre pays. Seulement, ce n'est pas ça la réalité. On utilise les valeurs, on utilise la religion pour assouvir des désirs de domination. Et comme la domination politique a besoin à un moment donné d'une justification symbolique, la religion est utilisée de la sorte. Ah, ici, ce sera la religion, là-bas, ce sera la philosophie, là-bas, ce sera d'autres types de symboles, mais toute politique de domination a besoin de symboles détournés pour justifier sa présence. C'est un premier élément. Du point de vue musulman, effectivement, il y a une vision religieuse. Et elle peut être aussi détournée. Mais elle ne peut pas être évacuée. Lorsque nous regardons la manière dont Jérusalem intervient dans la communauté musulmane et sa conscience collective, c'est notre première qibla, première direction pour aller vers la Mecque. Pour quelle raison est-ce que le changement a eu lieu? Pour quelle raison est-ce que nous avons débuté par nous diriger vers là-bas? Pour quelle raison est-ce que nous sommes revenus sur la mosquée sacrée? Et pour quelle raison est-ce que dans la stratégie et même dans l'universalisation de l'islam sur le plan territorial, il était nécessaire de sortir de la péninsule arabe et d'aller vers le Grand Cham et d'en sortir les Byzantins? Eh bien, il y a une question d'universalité. Le fait de tourner, de reprendre la qibla de Jérusalem signifie que nous acceptons l'ensemble de l'héritage des prophètes. Nous ne faisons pas de distinction entre eux. C'est un premier élément. Et le fait de venir vers la Mecque, c'est le fait de parler de cette universalité. C'est une universalité qui prend et synthétise le passé, un passé dans laquelle la religion a pris la forme d'une communauté, d'une tribu, de messagers qui sont envoyés à des tribus particulières. L'universel comprend cela et dépasse. Et ce dépassement ne peut avoir lieu si on ne reconnaît pas le prophète et les prophètes et le passé. Mais pour quelque chose qui comprend une communauté mondiale, qui comprend un projet qui dit que ici nous dépassons le peuple élu, ici nous dépassons la communauté particulière, ici nous disons que juifs, chrétiens, musulmans, sabéens et autres, je paraphrase le Coran, si vous faites le bien, si vous croyez en Dieu et que vous croyez au jour dernier, il n'y a aucune crainte envers vous. Tout ça, c'est dans la sourate Al-Baqarah où on parle du changement de la qibla. Le changement de la qibla dit, nous comprenons le passé et nous l'acceptons, nous en faisons la synthèse et nous accompagnons l'évolution de la religion vers l'universel. Le projet que nous avons en face est un projet où on réduit la religion à une tribu. C'est une régression quant à l'évolution même de la religion. C'est le fait de s'accaparer, de faire une OPA sur le divin et de faire une OPA sur un territoire au détriment des autres. Donc c'est un projet. Tout dépend de la lecture religieuse finalement. Oui. La question c'est quelle est la lecture religieuse? En fait, le problème que nous avons nous musulmans maintenant, c'est quelle est notre lecture de la religion qui dépasse la lecture religieuse passée qui nous est présentée ici au présent. Est-ce que nous avons au fond nous aussi envie d'avoir notre petit État à nous, que pour nous, et on enlève les autres? Non. C'est ce que notre cher Tariq Ramadan vient d'indiquer. Le projet musulman sur Jérusalem n'est pas l'exclusivité et l'exclusion. C'est l'acceptation de toutes les traditions passées dans un projet plus global où on reconnaît le transcendant. Et je pense que c'est ce qu'il faut aujourd'hui par rapport au conflit que nous avons. Alors revenons sur le plan géopolitique. Comment expliquer l'isolement politique dont souffre la Palestine? Si on analyse la situation froidement d'un point de vue géostratégique, on trouve par exemple en soutien derrière les Israéliens, les États-Unis d'Amérique, qui bloquent systématiquement au Conseil de sécurité toutes les résolutions de condamnation d'Israël, qui ont par ailleurs dépêché des troupes américaines dans la région et un porte-avions en Méditerranée. Et politiquement, on retrouve le soutien de presque tout le bloc occidental, et même d'une superpuissance comme l'Inde de Modi. Et derrière la Palestine, on ne trouve guère plus que l'Iran qui arme les organisations palestiniennes et le Hezbollah libanais qui de temps en temps agit militairement de concert avec les Palestiniens, mais sans dépasser une certaine ligne rouge. On l'a bien vu depuis l'attaque du 7 octobre, près de 12 000 Palestiniens ont été tués par les bombardements israéliens, dont environ 5 000 enfants. Malgré ce génocide, aucune opération militaire d'envergure des rares alliés palestiniens n'a été menée. Quant au reste du monde arabe et musulman,
Il se divise entre d'une part des alliés d'Israël, l'Égypte, les Émirats arabes unis, le Maroc et quelques autres pays, d'autre part une indifférence générale et au mieux un soutien verbal ou financier pour des pays comme le Qatar. Quant à la Turquie, elle souffle le chaud et le froid en permanence, en accueillant chez elle Netanyahou un jour et en condamnant ses actions le lendemain. Comment le monde musulman en est-il politiquement arrivé là? Tariq Ramadan. Bon, c'est une question qui est à la fois complexe et révélatrice, parce qu'elle met en évidence la situation dans laquelle nous sommes. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut aborder les choses sous trois angles. Le premier, il est d'ordre historique. Le deuxième, il est d'ordre géostratégique. Et puis, le troisième, il est dans l'ordre circonstanciel, là maintenant, de ce qui est en train de ce que nous percevons aujourd'hui. Sur le plan historique, il faut qu'on soit très très au clair sur ce que c'est que Israël et de ce que c'est que le projet israélien au moment où il commence à s'instituer, fin du 19e siècle, puis ensuite à partir de la déclaration Balfour, la décision de l'Angleterre et puis l'installation. À un moment donné, ce qui est le projet de ce point de vue-là, c'est deux choses. Plus tard, ça deviendra, après la Deuxième Guerre mondiale, l'idée même de presque se débarrasser des Juifs d'Europe et puis de leur donner une patrie pour qu'ils puissent... Pour certains qui ont participé à la création de l'État d'Israël sont de fiefés antisémites, réellement. Je veux dire, ça commence par Balfour lui-même. Donc on a cette idée de les renvoyer là-bas. Et puis, il y a une autre idée, c'est que ça sera la garde avancée de l'Occident au cœur du monde, du Moyen-Orient. Et avec la découverte des ressources pétrolières et des minerais, on se dit que c'est une possibilité de réaliser par le politique ce que l'on veut aujourd'hui acquérir sur le plan économique. La division de tous ces États, à la fin, avec le délitement de l'Empire ottoman, on est tous dans les mêmes eaux. Hein. C'est 1922 pour le délitement politique, puis ensuite le délitement spirituel en 1924, et puis on divise les nations, et on a Israël qui est de ce point de vue la garde avancée. Et en même temps que l'on installe Israël, on va l'installer avec un soutien des puissances occidentales, les trois à l'époque qui sont dans un premier temps l'Angleterre, la France et puis après les États-Unis, et puis la distribution. Donc on va se distribuer les ressources pétrolières sur la mainmise économique de ces pays-là. Et on va installer, de ce point de vue, Israël dans cet espace-là, géostratégiquement essentiel, sur le plan culturel et civilisationnel central. Ça, c'est un premier élément. Et qui va faire à un moment donné que dès cette époque-là, on voit s'installer des jeux d'alliance, c'est-à-dire comment les États-Unis, avec tous les États du Golfe, ils sont sous contrôle. Aucun des responsables des États du Golfe ne serait en place sans le soutien des États-Unis et sans le soutien de l'Occident. Donc ils sont tous contrôlés. Et en même temps, vous voyez ce qui s'est passé ou ce qui se passe dans les autres pays, que ce soit l'Égypte, de ce point de vue, totalement sous l'influence. Elle reçoit un peu moins qu'Israël, mais elle reçoit suffisamment pour être totalement dépendante des décisions de Washington. Donc on a un espace historique qui va se créer avec des visées économiques et un contrôle politique. À quoi va s'ajouter la réalité militaire. L'Arabie saoudite, qui était la première base américaine dans la région, devient la seconde après qui? Le Qatar. Donc vous avez une installation militaire. Une installation militaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez même pas vous défendre sur les... Donc économiquement, vous êtes sous contrôle, militairement, vous êtes sous influence et également sous la maîtrise, et puis vous n'avez aucune latitude. Donc à un moment donné, on a isolé la Palestine de ce point de vue-là. Est-ce que c'est une inféodation volontaire de ces pays-là? Est-ce que ce sont des coups de force ou des coups de pression politique qui s'inscrivent sur une longue durée et qui finalement s'assimileraient presque à une nouvelle forme de domination néocoloniale qui ne dirait pas son nom? Comment vous l'analysez? Vous pouvez dire son nom, hein, ce n'est pas une nouvelle force coloniale qui ne dirait pas son nom, c'est une réalité. C'est-à-dire, quand vous choisissez des responsables politiques, que vous savez leur non-légitimité, leur corruption, vous les tenez par la poche et par le cou, ils n'ont pas de latitude parce qu'ils ne pourraient pas s'en sortir aujourd'hui. Donc vous avez toute la situation historique. Donc ça, c'est le premier plan. On ne va pas faire trop long parce que ça demanderait beaucoup d'explications, mais la dimension historique vous fait comprendre pourquoi à un moment donné, le sentiment que l'on a, c'est que tous ces gouvernants
ne font un travail de soutien ou une expression de soutien à la Palestine que verbal. C'est une expression verbale, c'est ce qu'on appelle en anglais PR exercise, c'est-à-dire simplement un travail de relations publiques. Mais dans la réalité, ils ne les soutiennent pas. À l'inverse des peuples. Et les peuples, eux, sont restés très pro-palestiniens. Donc le soutien des États cache le réel soutien massif des populations, toujours et depuis tout le temps. Et vous avez vu à partir de 1979 quelque chose qui a été une porte ouverte par l'Iran, vous en avez parlé, par la réalité libanaise qui est en soutien à la résistance pour des raisons idéologiques, pour des raisons géostratégiques et qui ont un tout petit peu changé la donne, mais pas complètement, puisqu'on le voit encore aujourd'hui, on a ce déséquilibre, on assiste à un massacre et pas véritablement de réaction, et on peut qu'être étonné, je veux dire, quand on est touché émotivement par la réalité de ce qui se passe en Palestine, on se dit, mais où sont les politiques de ce point de vue-là? Donc là, il y a un premier élément. Deuxième des éléments, aujourd'hui, c'est ce que ça révèle, et c'est pour ça que je disais que votre question, elle était révélatrice, de l'état du monde arabo-musulman, mais pas seulement. C'est-à-dire que vous avez énormément, la quasi-majorité de tous les peuples d'Afrique sont pro-palestiniens, mais ils ne peuvent même pas s'exprimer. L'Amérique du Sud. Mais oui, bon, alors pour une autre raison, vous aviez un homme courageux qui a dit « Nous, on ne sera pas libre tant que la Palestine ne sera pas libre, c'était Mandela. On l'a traité de terroriste pendant des années, on en a fait une icône après coup, mais lui, il est resté sur sa ligne. » Mais plus généralement, au niveau des peuples africains, évidemment que majoritairement, vous avez une position qui est une position pro-palestinienne. Ceux qui ont pris des positions les plus courageuses au niveau des États, et là vous pouvez vous dire, ils ne sont pas isolés, mais c'est l'Amérique latine, c'est la Colombie, c'est la Bolivie, c'est le Pérou, c'est eux qui ont pris des positions. Ils disent, attendez, l'ambassadeur israélien, vous retournez chez vous. Il n'y en a pas un dans le monde arabe qui a fait ça. Au contraire, vous avez les Émirats arabes unis qui disent, ah non, mais nous on continue notre collaboration privilégiée avec l'État d'Israël, mais qui montrent bien leur inféodation, c'est ça, inféodation, oui, coloniale et intellectuelle. Donc vous avez ceci. Et puis vous avez en Asie exactement la même chose, avec des positions qui viennent d'États qui sont comme l'Inde d'aujourd'hui, qui travaillent. La vraie question, c'est le type de la prudence du positionnement chinois. Mais on a toujours eu ça avec la Chine. On en parlera, il y a une question. Oui, alors la Chine, elle a toujours dit, d'ailleurs, au moment où on diabolisait le Hamas en disant c'est un groupement terroriste, il dit non, pour nous c'est des élus, on les reçoit. Souvenez-vous, c'est ce qu'ils avaient fait lors de la conférence internationale, ils avaient reçu les élus du Hamas en s'opposant à la position américaine. Donc on s'aperçoit ici géostratégiquement qu'effectivement, l'état du monde tel qu'il se présente, c'est un état du monde où ce conflit central, avec des répercussions mondiales, qui est au cœur de ce que Huntington pouvait mettre en évidence dans le clash des civilisations, ça se passe là-bas, eh bien montre que, en termes de rapport de force, vous avez une formidable propagande occidentale qui défend ce qu'elle a créé historiquement aujourd'hui, et puis finalement l'état du monde qui ne dit rien. Et dernier élément pour ce qui se passe ici, ben on le voit aujourd'hui, on a affaire à un véritable massacre, mais ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est-à-dire que vous avez un processus de déshumanisation d'un peuple et vous avez les organes médiatiques les plus sophistiqués du monde qui arrivent à le légitimer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes en France et que vous regardez la télévision, ils réussissent à déshumaniser un peuple. On en parlera. Donc ça, c'est essentiel aussi de se rendre compte et qui montre finalement que ce n'est pas simplement qu'il est isolé, mais qu'il est méprisé, le peuple palestinien. C'est du mépris. C'est beaucoup plus que de simplement être isolé. Ousmane Timéra, Tariq Ramadan évoquait le soutien des peuples du monde arabe, du monde musulman de manière générale, le soutien naturel et fondamental envers le peuple palestinien, et en même temps ce système de régime politique totalement inféodé politiquement aux positions américaines ou israéliennes. Est-ce que ça signifie qu'il faut entrevoir la question des droits du peuple palestinien et de la question de sa libération dans une visée plus régionale qui impliquerait finalement une libération des autres pays, puisque nous aurions un système de régime autocratique, dictatoriaux. Est-ce qu'il faut l'entrevoir de cette manière-là ou est-ce que, selon vous, la question se pose différemment?
La première des choses, c'est que si la mondialisation a un pays ou un État sur le plan politique, et c'est les États-Unis, il y a une capitale symbolique qui est Israël. De ce point de vue-là, il y a un lien symbolique extrêmement fort ressenti par les pays occidentaux envers Israël, pour des raisons géostratégiques certes, mais aussi pour des raisons historiques de culpabilité. Et on ne peut pas comprendre une partie de la surdité des pays européens si on ne comprend pas ça. C'est qu'il y a un sentiment de culpabilité qui continue d'être alimenté, cultivé, et qui au fond empêche, je dirais même pas empêche, et qui empêche les dirigeants même à s'imaginer le fait qu'il y a quand même un peuple qui est en train de se faire coloniser, et que ça, c'est pas admissible, au fait. Donc il y a un aveuglement qui s'inscrit dans cette culpabilisation, et qui s'inscrit aussi pour des questions de vision coloniale. Moi, je pense que les Occidentaux, l'histoire peut-être en parlera sans doute dans un futur lointain ou proche, je pense que les Occidentaux n'ont jamais été capables d'être à la hauteur des valeurs universelles prônées. Et c'est ça qui est mis en évidence. Ça a toujours été mis en évidence. Je crois que le problème, c'est que nous, on y a cru, au fait, à ces valeurs universelles. Mais en fait, je pense que les valeurs universelles prônées par les Occidentaux ne sont pensées que pour eux. Et on le voit systématiquement dans leur capacité à parler du droit international sur lequel on dit « oh, on est d'accord », et à vouloir l'appliquer sur les autres pays, on dit « ok, on est d'accord ». Puis quand il s'agit des États-Unis en Irak, ou quand il s'agit des États-Unis en Afghanistan, ou quand il s'agit d'un certain nombre de massacres qui ont eu lieu par le biais des armées et des puissances occidentales, le droit international n'est plus appliqué. Et on le voit de façon flagrante et concomitante avec ce qui se passe en Ukraine. Ça, c'est un des premiers éléments. Deuxième élément, nous ne sommes pas dans le monde du Sud global, dans le monde musulman, nous ne sommes pas face à des États. Nous sommes face à des protectorats. Parce qu'ils n'ont pas les moyens régaliens de leur autonomie et de leur souveraineté. Leur monnaie n'est pas entre leurs mains, leur économie n'est pas entre leurs mains, les frontières n'ont pas été dessinées dans l'avantage des peuples, mais plutôt ont été dessinées de sorte que ces États ne soient pas viables et soient toujours en situation de besoin. Ils sont en situation aussi sur le plan diplomatique de domination et de non-souveraineté. Et on ne parle même pas du droit qui régit l'intérieur des sociétés, qui sont souvent des copier-coller de constitutions ou de droits issus de l'Occident et qui ne sont pas pensés par les populations elles-mêmes. Donc, ce sont des États qui, de fait, sont des protectorats et qui ne peuvent obéir que dans le cadre laissé par ceux qui assument leur défense. Troisièmement, nous avons effectivement ce qui se passe en Palestine, pour répondre à la question, c'est que c'est symboliquement l'état des pays du Sud et du monde musulman. C'est-à-dire des frontières extrêmement étriquées et étroites, une volonté de nous enfermer dans des nationalismes artificiels qui ne correspondent pas à la réalité de ce que vivent les populations. Moi, je viens par exemple du Sénégal. Entre le Sénégal et le Mali, c'est les mêmes populations. Et pourtant, entre le Sénégal et le Mali, il y a une frontière de fer où, pour passer, c'est la croix et la bannière. Ces frontières-là ont été fabriquées, parce qu'en réalité, ça ne correspond pas à la réalité sociale et culturelle et historique des populations, qui vivent sur un territoire beaucoup plus vaste. Alors évidemment que ce que symbolise la Palestine, c'est l'état d'émiettement du monde musulman établi par Sykes-Picot, ces deux responsables politiques anglais et français qui ont dessiné les cartes. Mais la même chose a eu lieu auparavant avec le monde africain, avec la conférence de Berlin. Donc c'est la même situation dans laquelle nous nous trouvons. Autant que nous ne remettons pas en cause en réalité les frontières actuelles, nous continuerons à nous chamailler entre différents États qui, eux, n'ayant pas la légitimité historique et n'ayant pas la légitimité de leur peuple, sont obligés, c'est stratégiquement établi ainsi, d'être en opposition à leur population, afin qu'ils puissent être maintenus au pouvoir. Et enfin, dernièrement, je m'arrête ici, ce que ne comprennent pas aujourd'hui les dirigeants arabes, pour parler d'eux. Parce que du point de vue, nous, Africains, on regarde quand même les pays arabes, on se dit, mais ils sont quand même les premiers concernés.
Nous, on veut bien mouiller la chemise. Mais si eux, ils font rien, moi, limite, il y a des gens qui me disent, mais toi, tu n'as rien à dire là-dessus, c'est pas ton problème. Si, c'est notre problème. C'est notre problème parce qu'on est musulmans, c'est notre problème parce qu'on est des êtres humains, issus de la même famille humaine. On ne peut pas rester ainsi, comme ça, spectateur de ce qui se passe en Palestine. Ce qui se passe là-bas, c'est ce qui se passe au Congo, c'est ce qui se passe dans différents pays africains et asiatiques. Donc, on ne peut pas se taire là-dessus. Mais pour terminer mon propos sur le sujet, c'est que nous avons deux systèmes qui maintiennent le monde arabe en situation de domination. Un premier système dans le Golfe qui dit que c'est l'Iran votre ennemi et que vous devez chercher protection auprès d'Israël, d'où les accords d'Abraham, etc. Et de l'autre côté, au niveau du croissant, le Hilal, il y a l'idée que pour vous protéger d'Israël, il faut que vous soyez alliés avec l'Iran. Et les deux pays que sont l'Iran et Israël jouent le piège stratégique et géostratégique qui permet de maintenir le monde arabe dans cet émiettement-là. Par la peur et en se servant des uns et des autres pour pouvoir maintenir cette division actuelle. Toufan al-Aqsa a fait sauter en éclats, en tout cas du point de vue des populations, de ceux qui espéraient pour l'Iran, de la part de l'Iran, une certaine réaction. Pour moi, a fait exploser la réalité. La Palestine n'est utilisée que comme moyen de légitimation de son pouvoir auprès des populations et de légitimation des colonisations qui se font de part et d'autre des deux pays. Alors, il y a quand même un risque d'embrasement régional par rapport à ce que vous disiez, et ça va être la continuité de ma question. Dans une perspective plus large, comment on peut expliquer justement le manque relatif d'engagement diplomatique de la Russie et de la Chine, qui a été évoqué par Ousmane Timéra ou par Tariq Ramadan précédemment. On aurait pu imaginer que face à l'expansionnisme américain en Méditerranée et face au risque d'embrasement régional que j'évoquais, les Russes et les Chinois fassent pression sur les Israéliens pour stopper les bombardements et imposer un cessez-le-feu. Il n'en a rien été. Pourquoi, Tariq Ramadan ? Alors c'est une situation qui est complexe et là j'aurais une interprétation qui est un tout petit peu différente géostratégiquement sur le rôle de l'Iran par rapport même à l'Arabie Saoudite. Je pense que, et puis à Israël, je pense que c'est des réalités qui sont totalement différentes et que c'est ce qu'aimeraient en l'occurrence les États-Unis, c'est de pouvoir utiliser l'opposition à l'Iran pour organiser ses alliances avec l'Arabie Saoudite. Elle a même essayé à un moment donné, quand il y a eu la fracture entre l'Arabie Saoudite et le Qatar s'est rapproché de l'Iran. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et l'Iran a montré quand même, qu'on soit d'accord ou pas avec sa politique, une intelligence politique un peu supérieure à ce que lui prêtaient les... Je pense que les Américains ont bien compris qu'ils avaient affaire à des personnes qui avaient le sens de la géostratégie régionale. Ce qui fait qu'en fait, nous, quand on voit ce qui est en train de se passer, on peut évidemment espérer, en se disant, mais il y a bien quelqu'un qui va venir en soutien aux Palestiniens, d'une certaine façon, qui va faire quelque chose. Je pense qu'il faut qu'on fasse très très attention à cela, parce que c'est très miné, ce champ-là. Le champ d'alliance, il est extrêmement miné, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait imaginer, et d'ailleurs, la prévision des Américains, parce qu'on peut se dire, mais attendez, pourquoi les Américains amènent 2 bateaux dans la région, alors qu'avec la puissance de frappe d'Israël, c'est peut-être pour d'autres raisons et d'autres fronts possibles et d'autres fronts probables. Ce que vous disiez en disant il se peut que ça s'embrase et qu'il y ait d'autres. Pour l'instant, est-ce que... Parce que effectivement, on est choqué par le nombre de morts et on est choqué par... je veux dire, on est en train de dépasser. Je veux dire, en 2 semaines, ils ont lâché plus de bombes sur Gaza que pendant une année d'intervention des Russes en Ukraine et plus que Hiroshima. C'est-à-dire, c'est sidérant. Et donc, évidemment, on se dit, il y a le taux, on parle de, là maintenant, 12 000 morts et combien de blessés et combien de personnes qu'on n'a pas retrouvées. Tout ça, c'est effectivement quelque chose qui émotionnellement nous choque et on se dit, mais à côté de ceci, pourquoi les autres ne font... Pourquoi finalement il n'y a pas eu un mouvement de soutien ? Je pense qu'effectivement il y a énormément de craintes sur la façon dont et les États-Unis et Israël peuvent réagir et les équilibres régionaux.
À côté de ceci, vous avez la Russie qui est un tout petit peu neutralisée par rapport à son front en Ukraine, et c'est extrêmement difficile, qui a préféré jouer de ce point de vue beaucoup plus l'appel au cessez-le-feu sans vraiment rentrer plus avant, puisque à un moment donné, elle s'est même arrêtée sur le plan diplomatique, on ne la voit plus véritablement aujourd'hui intervenir. Quant à la Chine, ça a toujours été sa position. Il ne faut pas attendre de la Chine, à mon sens, qu'elle intervienne sur le plan régional, parce que ça a toujours été sa politique. Mode d'intervention régionale, c'est-à-dire qu'elle est en attente. Elle ne se coupera pas de ses liens avec les Arabes, elle ne se coupera pas de ses liens et de son soutien potentiel avec la Palestine, et elle reste dans une négociation avec Israël. Il faut savoir que les relations économiques entre Israël et la Chine ont augmenté d'une façon sidérante. Il faut savoir aussi que la Chine a multiplié maintenant par 9 sa pénétration économique dans la région. Donc ils sont extrêmement présents. Mais eux, ce n'est pas la méthode américaine. Eux, c'est nos intérêts, quoi qu'il en coûte. Même si c'est des vies humaines, eh bien, on va gérer les choses de derrière. Ce qu'elle a fait d'ailleurs, on l'a vu avec la Russie et l'Ukraine. Elle est du côté russe, sans être se positionner anti-américain, mais en même temps, elle joue la montre d'une certaine façon pour tirer... Parce qu'elle a un autre projet, en fait. Est-ce qu'il y a une limite à cet attentisme? Est-ce que cet attentisme pourrait changer si, justement, une limite était dépassée? Et quelle serait cette limite? Alors, écoutez, que ce soit pour les Russes ou pour les Chinois? C'est une bonne question, parce qu'à partir d'un certain moment, on pourrait se dire humainement, sur le plan des droits humains, ce que disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on y a cru. Les droits humains, ça a surtout été le droit humain des puissants et des Blancs, quoi. Les autres, on peut même pas savoir si on pouvait les considérer, on les a considérés comme des humains. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'effectivement il y a une limite à ceci? La politique, c'est de la politique, et la réelle politique, c'est de la réelle politique. Ils géreront toujours leurs intérêts au-delà même du nombre de morts. Je veux dire, quand vous savez que l'État qui vous se présente comme... Parce qu'il faut se rendre compte quand même, l'État qui se présente comme celui qui a été le sommet de la démocratie, le modèle mondial de la démocratie, a décidé d'un boycott en Irak qui a fait 500 000 morts. Et ça, c'est le bas mot. C'est-à-dire qu'on a pris une décision politique, 500 000 morts. Ce n'est pas les 10 ou 11 000 qu'on voit aujourd'hui sur un mois, c'est 500 000 sur le long terme, et on sait qu'on les tuait. Et on sait qu'on les tuait. Celui qui a été présenté comme le démocrate américain, c'est Bill Clinton. Je veux dire, qui a du sang sur les mains et du sang sur son nom. La même chose même que Barack Obama. Il faut se rendre compte de ça, parce qu'il ne faut pas que l'émotion de la densité d'un massacre qui est sous nos yeux nous fasse oublier les réalités politiques sur le long terme qui ont provoqué et décuplé les morts. Ayant dit ceci par rapport à cela, vous posez la question de la limite. Moi, ce que ça m'amène à dire à beaucoup de ceux que je vois, en particulier en Afrique, aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit dans les bouleversements, parce qu'il faut aussi faire ces liens-là, parce que ce qui se passe au Moyen-Orient a un impact par rapport à l'Afrique, il faut que les gens comprennent. Ça n'est pas parce qu'à un moment donné, on veut se libérer de l'impérialisme ou du contrôle américain ou européen, qu'il faut être aveugle sur les calculs politiques de la Russie et de la Chine. Ils ne sont pas plus amoureux des Arabes, pas plus amoureux des Palestiniens que les Occidentaux. C'est pas ça leur questionnement. Et que je vois en Afrique, par exemple, on se dit, ah bah plus qu'on va quitter le giron français, puis on va trouver les Russes qui vont nous libérer, comme si les Russes tout à coup étaient amoureux des Américains. Les Russes, ils sont pas amoureux des Africains, ils sont pas amoureux des Africains, ils sont comme tout le monde amoureux des minerais, ils sont comme tout le monde avec une visée politique et économique dans la région. Donc à partir d'un certain moment, ce que ça doit pouvoir dire aussi au monde arabo-musulman et sur la question palestinienne, qu'il n'y aura de ce point de vue-là de possibilité de soutenir ce peuple que si nous, de là où nous sommes à la périphérie, nous faisons entendre notre voix, et puis que sur le plan international, ce soit multipolaire. Non pas l'Occident et le monde arabe, mais c'est-à-dire que leurs intérêts les divisent. À nous de savoir en tirer profit. Ousmane Timéra sera la dernière question de la première partie de cette émission. Finalement, à la lumière de ce qui vient d'être dit sur le plan géopolitique, d'où peut venir le salut politique pour le peuple palestinien en termes d'alliance et en termes de rapport de force politique dans la région? Alors, pour répondre à cette question,
peut-être faudrait-il sur le plan géopolitique comprendre les grands changements qui ont lieu en ce moment dans le monde et les opportunités que cela crée. Je pense, à mon avis, que la présence américaine avec 2 porte-avions n'est pas destinée, comme notre ami Tarek Ramadan vient de l'indiquer, au Hamas et à la résidence palestinienne. C'est ridicule. Et il y a un enjeu qui doit se voir sur le plan mondial dans la volonté des États-Unis de ne pas avoir plusieurs fronts quant à sa confrontation avec la Chine et la Russie. La Chine étant l'adversaire principal sur le plan de l'hégémonie des États-Unis. C'est déclaré, c'est officiel, nous savons exactement ce qui est en train de se passer par rapport à un changement de pôle de puissance qui passe de l'Occident vers l'Orient. C'est aucune analyse géostratégique et aucune décision de la part des États qui se trouvent dans une situation de domination ne peut se faire sans prendre en considération cet état des choses. Le monde est en train de changer. Et ce sont des opportunités qui s'ouvrent. C'est un premier élément. Deuxième élément, la présence américaine, c'est aussi pour permettre à ce que la généralisation possible du conflit n'empêche pas l'approvisionnement en gaz et en pétrole de l'Europe via cette région, puisque l'Europe s'est coupée de son approvisionnement russe en matière de pétrole et de gaz. Si demain, des problèmes devaient avoir lieu sérieux dans le Moyen-Orient et le Proche-Orient, empêchant ainsi l'acheminement, l'approvisionnement en gaz, eh bien, l'Europe risque à un moment donné de se retourner contre les États-Unis, parce qu'il est hors de question pour elle de s'écrouler économiquement pour les beaux yeux de l'Ukraine ou autre. Donc il y a ce premier point. Comment maintenir l'Europe dans le giron du camp états-unien en front contre la Russie et la Chine. Et enfin, troisièmement, il y a la nécessité de maintenir l'état des choses au niveau des pays arabes et d'empêcher. Et je pense que la plupart des dirigeants arabes voient très bien cela dans la victoire possible ou dans l'acte du Hamas. Si jamais les populations arabo-musulmanes ou arabes voient en cela un exemple, ils risquent d'avoir une troisième phase du printemps arabe, ce que ne veulent en aucun cas les différents dirigeants. Et je pense que les dirigeants arabes ne veulent pas que la cause palestinienne triomphe. Ça n'est pas dans leur intérêt. Si jamais cela se faisait, c'est tout le monde arabe qui se révolterait contre eux et ils risqueraient de se retrouver dans une situation extrêmement délicate. La voie de sortie. Je ne la connais pas à titre personnel, c'est extrêmement compliqué. Mais je sais que l'intuition que j'ai, c'est que cela ne peut venir que des populations qui sont pro-palestiniennes d'une part. D'autre part, il faut des leaders qui nourrissent les populations, qui nourrissent des mouvements avec une vision stratégique. Ce qui a manqué au printemps arabe. Et ce qui manque aux différentes mobilisations qui ont lieu au Sahel, en Asie, du côté de l'Azerbaïdjan et du conflit avec l'Arménie, ce qui se passe avec les musulmans d'Inde, ce qui se passe avec les musulmans ouïghours. Tout cela est lié. Et quand on regarde les faits, c'est qu'au fond, c'est quelque chose qui bouge du côté du monde musulman par rapport à l'ordre établi. Et attendre de la Russie et de la Chine le salut, c'est se tromper. Parce que je ne pense pas effectivement que ceux qui ont massacré les Tchétchènes et ceux qui ont massacré la Syrie ont un amour intense pour les Palestiniens. Il n'y a que les intérêts qui comptent. La question des conditions, premièrement, de la souveraineté économique, la capacité à être autonome et indépendant sur le plan économique. C'est une honte que ce soit l'Union européenne qui finance l'autorité palestinienne. Où sont les peuples arabes, où sont les musulmans dans cette affaire? On ne peut pas parler avec autrui quand c'est autrui qui nous finance. Elle est où la souveraineté? Elle est où la capacité à un moment donné à se tenir debout? Et sur la question aussi stratégique, on questionnait, peut-être qu'on y viendra tout à l'heure, moi je pense qu'il faut quand même questionner la stratégie des leaders arabes et des leaders palestiniens. Je pense que d'année en année, ils ont fini par accepter ce qui auparavant était refusé par eux. En 1948, ensuite en 1967, et les occasions de prendre ce qui existe sur le plan politique sont à chaque fois ratées par manque de vision stratégique, au nom du fait que nous avons le droit envers nous, mais pas de... En fait, il y a une vision idéale
toute la Palestine est à nous normalement, et une incapacité de prendre les opportunités politiques qui nous sont données en vue ensuite de pouvoir conquérir d'autres acquis politiques. C'est ça qu'ils n'ont pas su faire. Ce qui fait que l'étape suivante, ils se retrouvent dans une situation d'accepter ce qui auparavant, de demander, même pas d'accepter, de demander ce qui auparavant était refusé par eux, sauf que cette fois-ci, ils sont dans une situation où les conditions ne sont pas présentes. Et donc ça, il y a un manque de vision stratégique et de pragmatisme politique de la part des leaders palestiniens et du monde arabe. Je finis là-dessus. Le projet de civilisation qu'il y a derrière, c'est quoi? Est-ce que ce que nous voulons, c'est juste un État dans la vision État-nation à l'occidental qui est en crise en ce moment? Il faut penser à un autre type d'organisation des sociétés sur le plan politique. Le Liban, la Palestine, la Syrie, la Jordanie, historiquement parlant, c'est une seule et même population pratiquement. Les familles se connaissent entre eux. Sur le plan régional et géostratégique, il y a plus de cohérence dans l'unité de ces pays que dans l'émiettement que nous avons ici. Mais il en va de même de l'ensemble du monde musulman et du monde africain. Le projet de civilisation qui doit s'incarner dans la résistance là-bas doit à un moment donné apporter une réponse de dépassement de l'organisation internationale dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Une vision globale qui dépasse l'organisation telle que nous les avons aujourd'hui en ordre d'État-nation pour une ethnie particulière, une religion particulière, qui ne peut aboutir qu'au massacre. Parce que nos pays ne sont pas mono-ethniques. Ils sont multiculturels. Donc si vous faites un État turc, il est normal que les Kurdes demandent aussi leur État à eux. Alors qu'il faudrait penser quelque chose de beaucoup plus global et plus général. Et je pense que l'organisation à l'empire, des empires auparavant, avec toutes les tares qu'on peut aussi leur reprocher, était mieux à même de faire interagir différentes populations. Donc une autre vision et un autre projet de civilisation qui s'incarne dans cette résistance et qui soit un exemple pour l'ensemble du monde qui veut se libérer de l'ordre actuel. Oui, j'aimerais juste réagir à ça parce que je comprends la vision globale ou l'idée que puisse émerger de la situation un projet de civilisation. Moi, je pense qu'on n'en est pas là, qu'on en est loin et que ce n'est pas ce qui est demandé aujourd'hui ni au peuple palestinien ni aux leaders. On ne peut pas leur demander cela par contre. On ne peut pas leur demander cela dans une situation dans laquelle ils sont en train de résister pour leur survie. Mais bon gré, mal gré, qu'est-ce qui est en train de se passer sur le plan international? Parce qu'il faut que nous ayons, nous, la vision large et non pas la vision restreinte. Le conflit israélo-palestinien est à l'échelle locale une caisse de résonance. Essayons de regarder le vocabulaire qui est utilisé. C'est-à-dire qu'on nous propose aujourd'hui une lecture où c'est effectivement, on a vu se réduire la réalité palestinienne de la Palestine à Gaza et à Hamas. Et on dit que c'est une guerre entre Israël et Hamas. D'abord, c'est pas une guerre et c'est pas Hamas. Mais ce qui est la projection ici, cet élément-là, c'est de comprendre que finalement, ceux-là qui lui résistent vont être traités de terroristes, c'est-à-dire la résistance est traitée de terroriste par les deux entités occidentales, c'est-à-dire les États-Unis et l'Union européenne. Ça n'est pas le cas partout. Et cette perception-là, elle est finalement quelque chose que depuis 2001, on a vu s'établir à l'échelle du monde, c'est-à-dire la guerre générale et globale contre le terrorisme, a développé un système de sécurité, un système de surveillance qui a fait dire, mais entendez-le bien parce que c'est essentiel, c'est-à-dire que le Sud global en termes de population est en train de réaliser une vision et de dire, attendez, mais il y a un problème, on est en train de nous mentir, mais pas seulement. Pour la première fois dans l'histoire, avec une force très très particulière aujourd'hui, vous avez tout le mouvement afro-américain qui a compris, qui dit mais c'est la même chose en fait, c'est le même système de pression. C'est-à-dire qu'en fait ce que nous vivons ici est un système de pression qui est exactement le même que vous avez mis sur le plan local. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que la conscience mondiale en termes de population est peut-être en train de vivre ce que nous ne réussissions pas à faire en termes d'universalisation du conflit. Et que ce n'est pas aux Palestiniens de faire ça.
c'est pas eux, ils n'y arriveront pas. De là où ils ont, eux, ils doivent trouver les moyens de leur résistance. C'est pour ça que je pense que de ce point de vue, Mandela avait parfaitement raison en disant, mais attendez, les armes de la résistance, c'est pas à nous de les décider, c'est à ceux qui subissent l'oppression. Eux, ils choisiront leurs armes et souvent, ils répondent aux armes que choisissent l'oppresseur. Mais nous avons à faire ce travail-là. Nous, notre discussion ici, que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit en Occident, de développer cette conscience en disant, attendez, ce qui est en train d'arriver là, la logique qui explique la couverture médiatique, le mensonge caractérisé, le vol et la déshumanisation de tout un peuple, est ce qui est en train de se passer en termes de logique de pouvoir partout dans le monde, et de nous universaliser le message. C'est-à-dire que nous sommes partis du front maintenant. Et il ne faut pas demander à quelqu'un qui est sur un bateau en train de sauver sa vie s'il peut commencer à savoir quel paysage il va trouver si le bateau arrive à son port. Ça, c'est à nous à le faire. C'est à nous à faire ce travail-là. Et je pense qu'il est très important que ceux qui nous écoutent comprennent à un moment donné qu'on n'est pas en train de parler des autres là-bas qui sont en train de se faire massacrer. On est en train de parler de nous qui sommes en train d'accepter la déshumanisation d'un peuple, qui sommes en train d'accepter des systèmes de colonisation intellectuelle, d'enfermement, de terrorisme intellectuel aujourd'hui, où c'est la terreur dès que tu parles. À un moment donné, il faut que ceux qui nous entendent, ils comprennent de quoi on parle. C'est la fin de la première partie de cette émission. Merci Tariq Ramadan et Ousmane Timéra d'avoir mené ce débat ensemble. Et à très bientôt sur Mizan TV.